Onde civique. Un balado scientifique pour nous mobiliser. Oxfam, on n'est pas là en mode on vous dit c'est quoi les problèmes. Non, les problèmes sont là. On est juste en train de collectiviser, apporter une masse critique autour d'un enjeu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, On rencontre Julie McClatchy, analyste politique chez Oxfam Québec. elle nous apprend ce que fait son organisation et ce n'est pas une organisation sportive qui organise des Ironman, Color Run. Ou des jeux de course. Quoique... Tu sais, si elle veut une victoire rapide, de faire des changements concrets au niveau individuel demain matin, on met ses souliers de course, on se prépare pour un sprint. Puis si on souhaite avoir un mouvement de société, un mouvement collectif, bien là, peut-être qu'on s'entraîne un petit peu plus pour un marathon. Bienvenue à Onde civique. Et c'est parti! On aborde entre autres les questions suivantes. Que fait Oxfam? C'est quoi les grandes étapes d'un changement social? À part être un hall d'hôtel, c'est quoi un lobby? Quoi faire pour agir collectivement si on n'a pas de syndicat? C'est quoi le lien entre le travail invisible et la crise climatique? Est-ce que le travail invisible n'est qu'une affaire de femme ou ça peut concerner mon chat? T'as pas de chat? C'est un chat invisible. Ah, donc il fait du travail invisible? Rendre visible l'invisible. Saison 1, épisode 10. Maryse Tremblay. Charleroi. Dire qu'on s'approche de la fin. Ben oui, on commence à comprendre qu'il faut élargir un peu plus le discours à d'autres réseaux. Ça demande du travail de concertation, faire tout ça. Et on s'est demandé qui fait ça. Ben oui. Qui fait ça, Charles? Est-ce que Oxfam Québec fait ça? Ben oui. Et c'est pas seulement pour ça qu'on les a choisis comme partenaires de saison, Oxfam Québec, mais parce que aussi, ils sont membres de la Coalition nationale pour l'équité du travail invisible au Canada. Puis cette coalition-là rassemble des organisations engagées à reconnaître, valoriser et mieux soutenir le travail invisible effectué principalement par les femmes. Wow, c'est vraiment une grosse coalition. Puis, on voulait ensemble donner une voix à cet enjeu-là de société qui reste trop souvent dans l'ombre. Ben oui, puis concrètement, aujourd'hui, on va parler une dernière fois du travail invisible pour essayer de valider la deuxième solution de Catherine au manque de temps de qualité, la meilleure répartition du travail invisible dans les ménages. Toi, est-ce que tu manques de temps de qualité dans la vie? Il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit oui à 100 000 j'ai jamais pris de pause dans mes études, j'ai travaillé en même temps qu'étudier, j'ai continuellement eu quelque chose de productif, ou en tout cas, je ressentais le besoin d'avoir quelque chose de productif dans ma vie. Puis j'ai vécu un essoufflement. Il y a quelques années de ça. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est pas un oui aussi puissant. Je pense que tranquillement, j'apprends c'est quoi d'abord le temps de qualité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Tranquillement, je considère être en train de faire de la place à ce temps de qualité-là dans mon quotidien. Et c'est volontaire, je dois le bloquer ce moment-là, sinon je ne l'ai pas. Donc, je te dirais que on veut toujours plus, mais je suis quand même fière du temps de qualité qu'aujourd'hui, j'apprends à prendre. Bravo! Comme ça fait du sens? Ben oui, ça fait plein de sens. Je suis content que tu sois fière de toi. Oui, je trouve que c'est un accomplissement. On le valorise pas comme tout le temps beaucoup, mais je suis comme... Il me semble que surtout dans la société active, rapide, compétitive dans laquelle on vit, on devrait se le dire comme félicitations d'avoir réussi à prendre comme un vendredi après-midi, genre bravo. Ouais, on devrait s'en vanter. Souvent, on se vante du contraire qu'on est occupé, mais oui. Puis pourquoi on n'est pas fier de dire, non, en fait, j'ai comme 2 heures en ce moment où je peux juste aller méditer, genre. À quel point ça... En tout cas, fait oui, je suis vraiment contente. Fait que voilà, mais au départ, veux-tu me parler un peu d'Oxfam, une brève historique de l'organisme, puis peut-être la division Québec aussi, qu'est-ce qui vous différencie du reste? Oui, tout à fait. D'abord, qui on est? Bien, on est une organisation de coopération internationale qui lutte contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté. Ça, c'est notre mission globale. Oxfam, brève historique, est né au Royaume-Uni en 1942, en période de Seconde Guerre mondiale, a été mis en œuvre pour répondre à la crise, à la Deuxième Guerre mondiale, la crise humanitaire. Donc, on a vraiment débuté dans ce milieu-là. Par contre, rapidement après ça, il y a un élargissement du mandat. On a adopté une approche qui est un petit peu plus holistique en venant intégrer la justice sociale et les droits humains dans nos priorités.
Puis là, l'organisation a vraiment commencé à plaider pour des changements qui sont systémiques, donc en ciblant des inégalités qui sont structurelles. Et c'est vraiment dans ces années-là qu'Oxfam Québec est né. Donc, dans le fond, l'année dernière, on fêtait notre 50e anniversaire. Donc, on est né en 1973. Puis aujourd'hui, Oxfam est présent dans plus de 80 pays sur la planète. On a un organisme appelé Oxfam International qui est un peu une forme de coordination des campagnes qui sont plus globales. Puis évidemment, chaque bureau affilié a ses priorités aussi en fonction du contexte dans lequel il évolue, tout simplement. On a toujours la même mission globale de combattre les inégalités, mais par contre, chez Oxfam Québec, ça commence à se traduire, on lutte contre les inégalités qui sont économiques. Donc, on parle de taxation de la richesse, commerce équitable, etc. On parle aussi de justice climatique. Donc, tout ce qui est financement à l'adaptation, lutte pour mettre fin aux énergies fossiles. On parle de notre implication dans les forums comme la COP. Donc, on a vraiment une portée qui est un petit peu plus large. On parle aussi, d'ailleurs, au Québec, je dois faire une parenthèse, de finances durables. C'est tout nouveau là, dans les discussions un petit peu plus... Qu'est-ce que c'est ça? La finance durable, qu'est-ce que c'est? La finance durable, en soi, c'est une orientation qu'on veut donner à notre système financier parce qu'on se rend tranquillement compte que, il y a des limites planétaires qu'on a comme peut-être atteintes ou qu'on va atteindre dans les prochaines années. Puis, on veut impliquer les principaux acteurs financiers dans ce mouvement-là, puis on n'a pas le choix parce qu'ils vont demeurer les entités qui ont une influence actuelle sur le milieu financier. Donc, on parle acteurs décisionnels, institutionnels, on parle d'acteurs financiers. On va aussi parler d'acteurs de la société civile qui font partie des discussions de la finance durable. Finalement, c'est certain qu'on travaille sur la justice de genre. On va en parler beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. Puis, on a toujours ce volet aide humanitaire, intervention en matière de crise humanitaire. C'est quoi le rôle des membres et des donateurs de Oxfam? Les membres et les donateurs, c'est certain que c'est un peu eux qui viennent nous donner la légitimité. Oui. Est-ce que tu veux m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Oui. Il y a tu peux être membre sans être donateur, si tu veux, du moment que tu choisis d'interagir avec Oxfam Québec, que ce soit à travers l'infolette, que ce soit à travers des événements auxquels tu aurais participé, une pétition que tu aurais signée, tu es automatiquement en interaction avec Oxfam Québec. Puis bien évidemment, des donateurs, ce sont des gens qui font des dons auprès d'Oxfam Québec. Puis je pense que le rôle principal ou le pouvoir principal que ces membres et donateurs-là, ce sont d'influencer les orientations d'Oxfam Québec au travers de l'Assemblée annuelle générale qu'on tient. Bien évidemment, les membres, les donateurs ont un droit de vote sur nos orientations et les orientations qu'ils aimeraient, eux, se voir refléter. C'est que vous basez vraiment sur l'intérêt de vos membres pour les orientations. Oui, c'est certain que, pas que, c'est certain qu'on répond aussi à des bailleurs de fonds. Donc, on a des orientations qui sont préétablies, on a des projets qui sont préétablis, ça c'est certain. Par contre, oui, il y a une place là, énorme à la voix des membres. En une phrase, ce serait quoi, mettons, le travail invisible? Pour Oxfam Québec, Oxfam Québec définit le travail invisible comme une activité essentielle mais non reconnue, souvent non rémunérée ou sous-évaluée, qui va venir soutenir l'économie et va venir maintenir le bien-être des individus et des communautés. Et là, je dois préciser ici que Oxfam Québec va inclure le travail invisible dans une portée plus large qui est l'économie des soins. Fait que ce sont l'ensemble des secteurs de soins qui sont peu ou non rémunérés, donc qui incluent le travail de soins à domicile, qui inclut la proche aidance, qui inclut, quand on parle de travail de soins rémunérés, les soins de santé, en éducation. On inclut vraiment le travail invisible dans un secteur plus large qui est l'économie des soins. Et la raison pour laquelle je le précise, c'est que dans l'ensemble de ces secteurs-là, ce sont les femmes qui sont surreprésentées à la fois dans les emplois rémunérés, peu rémunérés ou non rémunérés dans ces secteurs-là. Au niveau mondial, et je le précise parce que Oxfam a une portée mondiale, on évalue à une hauteur de 75% de représentation des femmes dans les secteurs des soins rémunérés ou non rémunérés. Les femmes consacrent environ à chaque jour 12,5 milliards d'heures au niveau global à ces tâches-là, soit une contribution estimée de 11 000 milliards de dollars par année. Mais ce sont bien évidemment pas des contributions qui sont comptabilisées dans les économies nationales. Puis juste
Peux-tu me donner une idée de prorata? Quand tu parles d'heures, là, tu as donné un très grand chiffre d'heures. Là. Ouais. Je ne pourrais pas te le renommer. Ouais. Mais ça représente combien dans l'échelle du temps alloué là, des humains? Oui. On n'a pas... J'ai pas la statistique au niveau mondial. Par contre, j'ai une statistique au niveau québécois qui est quand même intéressant. Ça représente près de 48% du temps dans la journée d'une femme au Québec, le travail de soins, qu'il soit rémunéré ou non. Donc, au Québec, c'est quand même pratiquement la moitié de ta journée que tu vas consacrer, que ce soit à ton travail ou à des tâches domestiques en matière de soins, les enfants, la prochaine aidance, peu importe. Donc, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Oui. Mais ça veut dire dans une journée, dans une semaine, là, on parle de moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce travail invisible-là? Qu'est-ce que Oxfam fait pour le rendre visible? Oui. Nous, on est parti du principe que le travail invisible, tout le monde en fait. C'est dans le quotidien de tout le monde. On n'est peut-être pas tous conscients. Peut-être parce que tout simplement, on n'a jamais entendu parler de c'est quoi du travail invisible. Peut-être, tu sais, juste par pure définition. Peut-être qu'on n'a juste jamais pris le temps de s'arrêter puis de regarder notre journée. Mais du travail invisible, tout le monde en fait. Ça a été notre constat. Fait qu'on s'est dit, ici, on a un sujet qui peut-être concerne potentiellement la grande majorité des personnes à qui on parle, mais qui est peut-être pas encore bien communiqué, qui est peut-être pas encore bien compris par, tu sais, sur le même pied d'égalité, en tout cas par l'ensemble des gens à qui on s'adresse. Fait que job numéro 1, ben, c'est quoi le travail invisible? C'est ça, en parler. En parler, puis de venir aussi un petit peu de venir soulever un petit peu les enjeux que ça suscite, les normes sociales qui sont les modèles sociaux, tu veux dire, là? Ben, les normes, ouais, je me trompe, mais les normes qui, par exemple, maintiennent les femmes comme principales responsables du travail de soins, tu sais, les normes qu'on doit venir un petit peu redéfinir le narratif, redéfinir le discours pour alléger ce poids-là sur les épaules des femmes. Je pense que ça fait toute partie de comment on en parle du travail invisible. Dans les actions concrètes, une fois qu'on a lancé la discussion, une fois qu'on est toutes sûres, on parle toute la même langue, puis on comprend l'enjeu, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel type de moyens d'intervention Oxfam Québec, pour le moins, utilise? On a comme 3 volets, vraiment. De la mobilisation et engagement, des activités de plaidoyer, puis finalement, ben, des campagnes. C'est souvent les 3 volets qu'Oxfam veut utiliser sur plusieurs des enjeux sur lesquels il travaille, l'organisation travaille. De la mobilisation, je vous donne un exemple hyper concret. On a fait de la mobilisation dans les écoles, on a plusieurs groupes campus. Puis notre équipe d'engagement a amené ce qu'on appelle une mallette de la solidarité avec une activité à l'intérieur. On a proposé aux étudiants, on a sorti un tableau, on avait imprimé un tableau avec différentes tâches et les jours et les heures de la semaine. Et on leur a dit, on te donne des petits cartons avec l'entièreté des tâches et toi, tu dois faire rentrer ça dans ta semaine. Et là, on donnait des contraintes. Oh, attention, tu travailles de telle heure à telle heure. Oh, attention, ton enfant est malade, qu'est-ce que tu fais? Oh, attention, tu n'as pas accès aux urgences, par exemple. Les urgences sont bouchées. Oh, et là, on faisait tranquillement, en plus de ça, intervenir les services publics. Quand tu as accès versus quand tu n'as pas accès aux services publics, le soutien que ça peut apporter à la charge de soins. Et là, c'était simplement une activité pour prendre conscience de ce que ça peut représenter, une charge de soins. Quand tu es un parent, quand tu es un proche aidant, peu importe qui tu es, le travail de soins que tu fais dans ta vie, le ménage, faire ta vaisselle, faire ton lunch, n'importe quoi. On a fait ce tableau-là et à la fin, on a vraiment eu un retour des étudiants en mode « j'avais pas réalisé comme que mes parents à ce point-là, tu sais, qu'est-ce que je peux faire moi pour alléger ?» Et là, on parlait même d'une redistribution des charges, d'une répartition des tâches. On s'en venait avec un discours hyper engagé, en tout cas. Aujourd'hui, on fera pas un à chaud ni un truc et astuce parce qu'on voulait répondre au défi que nous a lancé Paolo et Margie de faire le budget du temps. Puis là, ben, il faut vous dire que pendant une semaine, j'ai consigné toutes les activités que je faisais dans ma semaine. Hey, bravo, c'est pas facile de faire ça, là. C'est vraiment détaillé, des fois à la minute près, là. Oui, puis il y avait beaucoup de détails sur qu'est-ce qui se passait, là. Je savais que c'est toi, Charles, qui allait me le lire. Fait que des fois, j'ai un peu écrit des nounouneries. Je vais pas tout vous révéler. J'ai eu beaucoup de plaisir à consigner tes résultats, Maryse. Dans le fond, les activités que tu as faites pendant toutes tes journées ont été classées par 3 catégories. La production, ça, c'est en gros ton travail, là.
La reproduction, fait que ça, c'est pour que vous... un petit rappel, la reproduction, c'est toutes les tâches qui sont liées à prendre soin des autres et de soi, comme manger, s'habiller, se déplacer. Tout ce qui est lié à la famille, on peut dire aussi. Et la troisième catégorie, c'est les loisirs. Et Maryse t'a donné une note pour chacune des activités. En fait, la note, c'est un pourcentage que tu as donné sur, selon toi, cette activité-là représentait combien de temps de qualité. Fait que des fois, c'est 80% de ton activité qui représentait du temps de qualité. Fait que j'ai pu faire des calculs à savoir combien de minutes de cette activité-là ont été du temps de qualité. J'ai pu compiler toutes ces données-là. Et Maryse, tu ne sais pas ces données-là. Je vais te les révéler. C'est une surprise. J'ai bien hâte. Mais il faut nommer qu'il y a certaines limites à ça parce que on a fait ça pendant une semaine. C'est pas représentatif de ta vie. Non, c'est ça, effectivement. Aussi, on n'est pas statisticien, ni toi ni moi. Aussi, il n'y a pas une méthodologie claire qu'on a faite depuis le départ. Là. Toi, le temps de qualité, on l'a plus ou moins défini. Tu y allais avec instinctivement ce que c'était. Oui, c'est quand même complexe à définir aussi. Oui, c'est ça. Puis mes conclusions, tu vas le voir, sont totalement influencées par mon esprit joueur. Fait que bref, tout ça pour vous dire, ce n'est pas de la science. Là. Ça peut faire germer des hypothèses, puis là, quelqu'un pourrait prendre le dossier puis en faire une vraie recherche, mais il ne faut pas que vous considériez ça comme la vérité vraie. Oui, c'est ça. J'ai une première question, Maryse. Combien tu penses que tu alloues de temps à chacune de ces catégories-là? Là? Les trois, production, là, genre. Reproduction, loisirs. C'est difficile. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour les loisirs. Je pense que j'ai pas beaucoup de loisirs. En fait, Maryse... Le loisir occupe le plus grand partie de ton temps. Oui, la plus grande partie de ton impossible. temps. 35%. La reproduction, 34%. Puis le travail, c'est le moins fort, 31%. Mais donc, c'est ça. Ça s'approche du 33%. Fait qu'on a à peu près un tiers. C'est une belle vie, ça. Mais on va comparer avec le Canada. Parce qu'il y a une grande recherche qui a été faite entre 2009 et 2016 à travers le monde. Je dis le monde, là, il y a à peu près une vingtaine de pays, dont surtout des pays de l'OCDE, les pays de l'Occident, qui ont participé à cette recherche-là. Comment les gens occupent leur temps. Donc, dans cette recherche-là, ils ont divisé en le temps travaillé, le temps non rémunéré, le dodo, le temps à manger, le temps des loisirs, tout ça. Fait que, bref, on peut se comparer avec d'autres pays. Ça, cette recherche-là, juste pour vous dire, ça concerne les personnes entre 15 et 64 ans. Donc, c'est ça. C'est pour te comparer avec ce grand bassin de personnes-là. Donc, le loisir, toi, tu accordes 281 minutes dans ta journée, en moyenne. Oui. 281 minutes dans ma journée? Oui. Ça doit changer le lundi que le samedi, mettons. Oui, tu as raison. Tu as raison parce qu'en fait, la fin de semaine, tu n'as aucun temps de travail. Fait que c'est presque tout du loisir. Ou reproductif. Pour la fin de semaine que tu m'as donnée, oui. Ouais. Mais la reproduction, c'est même pas tant que ça dans la fin de semaine. C'est parce que, tu sais, comme j'étais avec mes enfants. Fait que, tu sais, comme faire une activité avec mes enfants, est-ce que c'est du loisir ou de la reproduction? C'est comme un peu des deux. Tu as coché plus souvent le loisir, juste te dire. Ouais. Ensuite, en fait, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est la même chose que les camarades de ton pays. C'est vrai! Fait qu'on a beaucoup de loisirs, finalement. Oui, vraiment. Puis, un des pays qui s'amuse le moins, c'est le Mexique. Quel pourcentage? Non, mais de beaucoup, là, 172 minutes contre 281 pour toi. Là. Quand même. C'est près de 100 minutes de moins par jour. Y en a-tu qui s'amusent plus que moi? Ben oui, là on s'amuse plus, c'est en Allemagne. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est 331 minutes. Oh my God! C'est beaucoup, là. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est quand on regarde le temps de production. Par exemple, au Mexique et en Chine, les gens passent respectivement 302 et 315 minutes de travail rémunéré. Ça, c'est 2 fois plus qu'en Italie. 2 fois plus. Quand même. Impressionnant, là. Et toi, Maryse, tu fais 300 minutes. Fait que tu t'approches du Mexique, là. Je m'approche du Mexique. Ben oui, tu travailles aussi fort qu'un ou une Mexicaine. Oh. Et ça, c'est à peu près 35 heures semaine, juste pour dire. Puis au Canada, la moyenne, c'est de 32 heures semaine. Maintenant, le temps de reproduction. En France, c'est là où le temps de reproduction est le plus élevé, 430 minutes. Au Canada, c'est 337 minutes par jour. Donc, tu mets moins de temps à te reproduire que tes compagnons canadiennes. Mais ça, c'est quoi? C'est combien déjà pour moi?
312 minutes. À me reproduire. Oui, à te reproduire. On pourrait dire ça. Mais ça, c'est, je pense, aussi le cadeau de la polyparentalité, là. Ouais, je suis c'est quand ça. même dans une famille polyamoureuse avec 3 parents qui s'occupent des enfants. Fait que je pense que... Oui, ça aide beaucoup la répartition. Mais sache que j'ai regardé spécifiquement la bouffe, la nourriture, le moment où tu te nourris. Puis au Canada, on passe 65 minutes à manger nos 3 repas dans la journée. C'est donc bien pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est 22 minutes par repas, là. Wow. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent moins de 22 minutes par repas. Et ça, c'est pour manger ou c'est aussi pour se faire à manger? Non, ce n'est que pour manger. OK. Parce que le temps de préparation des repas, c'est vraiment à part. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le temps de reproduction en France est si élevé, parce que la France, pour se nourrir, c'est 44 minutes par repas. C'est le double des Canadiens et Canadiennes. Mais Maryse, toi, tu es pile dans la moyenne de l'Angleterre. Pour me nourrir? 26 minutes par repas. Puis j'ai l'impression que c'est parce que tu as une affinité pour le thé. Ah, J'ai l'impression que tu prends ton Ça- petit heure du thé là, comme les Anglais, comme les Peut-être. Anglaises. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça le petit 4 minutes de plus que les autres Canadiens. Maintenant, parlons de ton temps de qualité. J'aimerais que tu me dises, selon toi, ton temps de qualité, là, c'est combien de temps dans ta journée? 60%. T'es pas loin, c'est 54 Ah! J'étais T'étais proche. proche. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais. Mais ça, je Ben me oui, dis... c'est plus de la moitié, t'as raison. Parce que c'est ça, j'aime ce que je fais. Fait que, tu sais, quand je mettais du temps de travail, c'est généralement jamais zéro. Tu sais, du moins, des fois, c'était proche de zéro parce qu'il y a des activités de travail qui sont un peu chiantes, là, mais c'est ça. Fait que là, question en terminant. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Parce que là, on nous a parlé de budget du temps. Mais là, tu as fait un exercice de consignation. C'est une première étape. Ouais. Comment Puis- est-ce que à la lumière de tout ça, tu voudrais réallouer ton temps? Ouais, c'est une bonne question parce que là, c'est ça aussi, il faut dire que j'étais peut-être pas aussi méthodique que j'aurais pu. Là. J'ai peut-être des choses que... Ça donne une bonne indication quand même. Ça donne une bonne indication. Puis je pense que, tu sais, c'est ça. Il y a une manière de ruser. Dans le sens où, tu sais, comme, tu sais, ça, là, l'exercice de mettre un pourcentage de qualité sur les activités, bien, je me suis dit, ben, tu sais, je peux rendre certaines activités plus de qualité dans mon travail, dans ma reproduction. Fait que, c'est ça. Mais entre autres, travailler avec du monde que j'aime. Donc, le balado ou des fois des projets à l'université avec des gens que j'aime, mais ça fait en sorte que ça augmente ma qualité de ces tâches-là. C'est peut-être aussi réviser la routine des enfants pour que j'y trouve plus de plaisir, peut-être. Ou que je la fasse moins. Ça, c'est une autre histoire. Puis c'est ça, j'ai l'impression que même notre temps libre peut être envahi par les exigences sur le bien-être, la santé. Justement, faire de la natation, je le fais sur mon temps libre. Tu sais. Puis c'est les femmes, je pense que tu sais, je suis chanceuse parce que moi, j'ai décidé de ne plus m'épiler, je me maquille pas le matin, m'habiller, ben, je suis pas très, très exigeante sur qu'est-ce que je porte. Fait que tu sais, c'est beaucoup de temps que moi, personnellement, en tant que personne assignée femme à la naissance, je ne passe plus de temps à faire ça. Mais tu sais, c'est des choix aussi que j'ai faits, que d'autres n'ont pas fait. Ben, pour conclure, Maryse, est-ce que c'est un exercice que tu recommanderais à notre public? C'est vraiment exigeant de la manière que je l'ai fait. Mais je pense que je le recommanderais, mais genre de le faire ensemble dans le foyer, tu sais. Que tu sois pas toute seule à le faire. Tu sais, que si vous êtes un couple ou une famille, que chacun fasse cet exercice-là, puis tu sais, pour pouvoir en jaser ensemble dans la famille. Là. Dire, hey, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Puis je pense même qu'il y a des applications qui permettent de le faire de façon plus efficace que moi dans mon Excel. Là. On a fait cet exercice-là de budget du temps. Ça a été très instructif. Puis on vous invite à le faire aussi là, pour votre curiosité personnelle. Et notre curiosité personnelle. Ben oui, parce qu'on veut connaître vos budgets du temps. On s'intéresse à ça. On a
on a fait des publications sur nos réseaux sociaux, donc cherchez-nous, puis partagez vos... même si ça peut être une journée aussi, là, des fois, ça peut être source de belles réflexions sur comment vous organisez votre propre temps. Puis on voulait aussi, tu sais, c'est à propos, pendant qu'on parle de travail invisible, on voulait remercier notre entourage qui, pendant qu'on crée ce beau balado-là, qu'on chante, qu'on mange du chocolat, ben eux, ils sont occupés à faire du travail invisible pour s'occuper de nos familles, tu sais. Oui, alors merci à ma copine de prendre soin de mes enfants quand parfois je suis occupé à faire ce beau projet-là. Merci beaucoup à mon entourage aussi qui prend soin de mes enfants pour me libérer. Puis moi, je pense que je serais pas capable de faire tous ces projets-là, dont le balado, être au doctorat, faire différents projets entrepreneuriaux, être bénévole sur des CA, etc., si je n'étais pas dans une famille polyparentale. Donc, je remercie beaucoup mes amoureux. Puis aussi, ben, la famille autour qui, parfois, garde les enfants quand les parents sont aussi tous occupés. Onde civique, un balado scientifique pour nous mobiliser. Donc, on va retourner à Julie. On a enfin appris c'est quoi que ça mangeait en hiver, Oxfam. On a appris c'était quoi cette organisation-là. On a aussi appris c'était quoi le rôle qu'on pouvait jouer, nous, en tant que citoyens, individus, chez Oxfam. Nous parlait des 3 moyens d'intervention qu'Oxfam utilise pour faire advenir le changement social. On a parlé de la mobilisation, mais là, on va se concentrer sur les plaidoyers et les campagnes. Bien évidemment, on fait du plaidoyer. Donc, on a, il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, fait un manifeste avec d'autres organisations partenaires, comme des organisations syndicales, la FEAS, qui est une organisation de regroupement de mouvements féministes. On a écrit un manifeste sur ce qu'est le travail invisible et établi des recommandations. C'est quoi la portée d'un manifeste comme ça? Ça va dépendre. Honnêtement, je pense que la portée n'est pas nécessairement dû au manifeste, mais bien dû à la coalition qui soutient le manifeste. Okay. Je pense que c'est la portée. Le manifeste donne une espèce de point central, un point de rassemblement pour différentes organisations qui travaillent sur différents sujets. On se rassemble autour de recommandations, autour d'idées, et ça nous permet, une fois qu'on a ce manifeste-là, de gagner de la masse critique, parce que c'est quoi que ça fait un manifeste? On l'envoie après, puis on peut d'abord gagner une masse critique au niveau du grand public. Ça nous permet aussi d'avoir une porte d'entrée vers les décideurs, vers d'avoir des recommandations préétablies. Les décideurs n'aiment pas ça quand on arrive en disant qu'il y a juste un problème puis qu'on n'a pas de solution. Là. Ouais. Fait que le manifeste nous permet d'avoir un petit peu cette légitimité-là. Puis, comme je vous dis, on a travaillé avec des organisations syndicales, avec des organisations féminines, des organisations d'agricultrices aussi. Je veux dire, ça nous a amené une vision de ce qu'est le travail invisible qui était énorme, élargi. Riche, évidemment. Ben oui. C'est ça, très riche. On a plaidoyé, fait une note de briefage, et là, on en reparlera peut-être après, mais sur le lien entre l'économie des soins et les changements climatiques, comme quoi que le travail de soins, le travail invisible est un travail qui permet d'absorber les impacts des changements climatiques. On parle, par exemple, lorsqu'il y a une sécheresse, au lieu c'est la mère de famille qui va aller chercher l'eau, par exemple, au Guatemala. Au lieu de prendre 2 heures pour se rendre à destination, elle va en prendre 4 parce qu'on a une sécheresse, donc on a moins de points d'eau, donc les points d'eau sont plus éloignés. Les personnes qui font du travail de soins, que ce soit tâches domestiques en milieu de santé avec les crises sanitaires, sont les personnes qui absorbent les chocs des grandes crises sanitaires, des grandes crises des changements climatiques. Ce sont vers eux qu'on va se retomber. La pression s'en va là. Et là, je vous donne un bel exemple. Hier, j'ai participé au dialogue pour le climat, qui sont des dialogues qu'on fait avec d'autres organisations pendant la COP pour un peu émuler ce qui se passe à la COP. Et la discussion, c'était sur quoi? L'économie des soins comme vecteur pour la transition juste, comme solution vers la transition juste. Une économie qui est verte, une économie qui est résiliente, dans laquelle on doit investir pour absorber les chocs des changements climatiques. Et je parlais avec des gens en santé qui disaient, on le remarque déjà, là, comme c'est là. La pression sur le système de santé quadruplée. C'est des moments comme ça de plaidoyer qu'on a aussi. Pardon, je me suis encore éloignée. Puis, on a des activités de campagne. On visibilise le travail invisible au travers d'activités de campagne, que ce soit en ligne, des pétitions, des outils de campagne. On a même créé un quiz sur faites-vous du travail invisible ou à quelle proportion faites-vous du travail invisible. Puis, à la fin du quiz, ça permet vraiment aux gens d'être conscientisés sur dans mon quotidien, voici ce que je fais. On développe des outils comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de venir créer un momentum autour du travail invisible. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a pris là, chez Oxfam Québec. Ouais. Puis, est-ce que tu sais,
Est-ce que tu pourrais me donner un aperçu de comment d'autres organisations mobilisent leur monde à eux? Oui, ben c'est certain que en ce moment, les organisations syndicales me viennent beaucoup en tête. Je pense que là, certainement, le travail invisible, il peut être vraiment interprété sous plusieurs facettes. Puis les organisations syndicales, bien évidemment, vont se retourner vers le droit du travail comme solution à l'allègement de la charge, par exemple en garantissant les droits de parentalité, okay, oui, avec des mesures dans cette optique-là. Puis je pense qu'honnêtement, on y penserait pas naturellement, mais les organisations syndicales sont probablement l'un des secteurs les plus impliqués dans le mouvement sur le travail invisible, sur la charge du travail de soins. À titre d'individu, mettons qu'on n'est pas membre d'une organisation syndicale, ou est-ce que c'est possible de se joindre à titre d'individu à ces tables-là, ou je sais pas. Je me pose la question. On parlait d'engagement tantôt. Il y a plusieurs façons de s'engager, de signer des pétitions, de participer à des campagnes, des événements, de devenir bénévole dans des événements, de soutenir, bien évidemment, financièrement les organisations dont vous aimez les plateformes. Il y a des assemblées citoyennes aussi qui sont participatives. Moi, rapidement comme ça, je pense au Conseil des Montréalaises qui tiennent souvent ce genre d'événements-là. Donc oui, à titre individuel, c'est totalement possible. On doit élargir les cercles dans lesquels on parle du travail invisible. Dans le sens qu'on en parle souvent dans des mouvements de justice de genre. Chez les gens déjà intéressés. Oui, c'est les gens déjà intéressés, okay. C'est ça, mais on doit élargir un peu à qui on en parle, puis dans quel contexte on en parle. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, pourquoi on ne rentre pas dans les discussions économiques, la notion de travail de soins. Il y a des acteurs économiques qui, je veux dire, on demande de valoriser, peut-être de comptabiliser même dans le PIB d'un pays la valeur économique du travail de soins, mais pourquoi on ne va pas parler à nos acteurs économiques? Fait que je pense que le petit astérisque que je voulais faire, c'est que tranquillement, on voit un élargissement, mais il faut continuer à pousser puis à défaire les barrières, les silos entre les causes. Je pense que c'est un petit peu aussi ce qu'Oxfam fait en parlant tout le temps entre le nexus justice environnementale, justice climatique puis justice de genre. On décloisonne. Parce que le plus qu'on reste dans nos silos, j'ai l'impression que le moins on se parle, le moins on partage des priorités que souvent on a en commun. Fait que voilà, c'était juste le petit. Je pense que c'est important à souligner. T'sais. On parle de travail de soins dans un secteur, mais il faut en parler partout. Tout le temps. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un lobbyiste? Quelle question. Un lobbyiste, c'est de la représentation d'intérêts. On s'inscrit directement pour une cause, un dossier que tu représentes ou autre. Le lobby est souvent fait auprès de nos décideurs politiques. On peut passer à travers le canal des médias pour en faire. Ça peut être du lobby qui est directement vers nos décideurs, fait que d'écrire des courriels, puis d'espérer d'avoir une réponse, puis d'espérer d'avoir une rencontre pour discuter de différents enjeux. Un lobby, ça peut être la représentation d'intérêt. J'ai l'impression que c'est tellement vaste. Est-ce que dans une avancée sociale, il existe pas une typologie, mais une chronologie type? Comme ça se passe comme ça d'habitude, le processus, ça commence comme ça dure tant de temps? Honnêtement, c'est vraiment difficile. Je ne crois pas qu'il existe une chronologie rigide pour les avancées sociales, parce que ça va vraiment dépendre du contexte, des acteurs qui sont impliqués, des barrières, des obstacles qu'on a, des ressources auxquelles on a accès. Fait que je vais dire non à ta réponse. Je ne crois pas qu'il existe une chronologie type. Par contre, c'est certain qu'on est capable de dégager certaines étapes, souvent par lesquelles on tente de passer pour faire avancer un processus en ce sens. D'abord, on parlait un petit peu tantôt, mais la prise de conscience de l'enjeu. On parlait de travail invisible, mais c'est quoi? On définit. C'est ça, souvent, peu importe l'enjeu, changement climatique, taxation, fiscalité. Comme parler de fiscalité, les gens sont comme c'est plate, c'est pas sexy. Fait qu'on en parle, on fait une prise de conscience. Souvent, ça n'émane pas de nous, la prise de conscience. Ça va émaner d'un événement, d'une crise, d'un enjeu, de l'inflation, peu importe. Oxfam, on n'est pas là en mode on vous dit c'est quoi les problèmes. Non, les problèmes sont là. On est juste en train de collectiviser, apporter une masse critique autour d'un enjeu. Ça, c'est souvent une première étape qui est assez partagée. Après ça, on vient mobiliser les parties prenantes, fait que ce soit les organisations de la société civile, les groupes communautaires, les universités, les centres de recherche, les médias. Ils vont tous venir jouer un rôle pour informer le public, pour former l'opinion, susciter la volonté d'action. Puis, une tentative de pression politique, plaidoyer, dépendamment des moyens que l'organisation utilise. Puis,
adoption, dans un monde idéal, adoption, que ce soit de lois, de politiques, de plans d'action, peu importe en fonction de l'enjeu. Mais non. Ça, c'est comme des grandes étapes, grands points clés. Combien de temps ça peut prendre, à peu près? C'est difficile de mettre sur une échelle de temps. Je pense qu'on doit parler de temps long, on doit parler d'action en coalition aussi souvent qui, en soi, ça prend du temps. Mobiliser des ressources, ça prend du temps. Fait que je peux donner un exemple, par exemple, les groupes environnementaux. Pendant des années, on fait beaucoup d'activités de plaidoyer autour de la nécessité d'avoir des objectifs mondiaux communs pour limiter le réchauffement climatique. Et je ne suis pas convaincue que si ça n'avait pas été de la pression de ces groupes-là, on aurait eu le 1,5 degré de réchauffement climatique dans l'accord de Paris comme ambition. Je pense que ça a été un plaidoyer qu'ils ont porté pendant des années, les groupes environnementaux, et que ça a porté fruit au moment de l'accord de Paris. Puis comme tu disais tantôt, le droit des femmes, ça en est un autre exemple. Je pense que Oxfam aussi, on porte la taxation des ultra-riches depuis plusieurs années, et là, tranquillement, on en voit les fruits. Fait que c'est pas un processus qui est linéaire. C'est pas un processus que j'ai l'impression, parce que souvent, tu as des victoires, mais après ça, tu as comme 2 pas en arrière que tu dois prendre. Mais je pense que ça prend beaucoup de patience, de résilience, puis de gens comme Catherine qui prennent le temps d'essayer de parler à l'ensemble de ceux qui travaillent autour d'un sujet. Tu sais. Oui. Fait que non, ça peut être, c'est long, là. Puis Catherine voulait que ça change vite. Tu sais, s'il y avait une victoire rapide, oui, c'est possible. On met ses souliers de course, on se prépare pour un quick wins, un sprint qui va nous permettre peut-être de faire des changements concrets au niveau individuel demain matin. Puis si on souhaite avoir un mouvement de société, un mouvement collectif, bien là, peut-être qu'on s'entraîne un petit peu plus pour un marathon. On va rassembler des acteurs autour d'un même sujet, on va rassembler des ressources, des idées. Juste le partage d'idées en soi, ça peut être tellement long, mais tellement fructifiant, mais juste en soi, c'est un processus qui est long. Ben oui. Donc, et puis justement, c'est quoi ces défis-là de réfléchir et d'agir collectivement pour faire avancer les choses? Les défis de l'action collective, ben ça va. Il y en a plusieurs. Je veux dire, en soi, la première pensée qui me vient, c'est à la base, moi, ce que je disais au début, c'est j'ai de la difficulté à définir ce que c'est du temps de qualité. En soi, ça peut être une complexité si tu veux rassembler plusieurs acteurs autour de la table et autour de cette notion-là. Si personne, on a la même définition de ce que c'est. Fait que juste à la base, partir de ça, c'est un défi qui est quand même d'ampleur importante. Mais c'est certain que quand on collectivise un enjeu, on ralentit un peu le processus de mise en œuvre ou le processus de réflexion autour de cet enjeu-là. Puis, je pense que j'ai de la misère à nommer plus de difficultés simplement parce que je crois beaucoup à l'action collective. Merci, Julie. Ben merci à vous, merci à toi. Vous vous rappelez Catherine? C'est elle qui a identifié le problème du manque de temps de qualité. On arrive à la fin de l'étude de la deuxième solution de Catherine, qui était la meilleure répartition des tâches domestiques comme solution au manque de temps de qualité. Mm-hmm. Puis on doit en venir à la conclusion que, on le sait pas. Non, c'est pas. Si on se penche avec une méthode scientifique, on peut pas déterminer que ça va donner plus de temps de qualité. Mais c'est juste que c'est un enjeu qui est trop vaste et grand. Là. Je pense qu'on s'est un peu aussi pris dans le piège d'une solution qui n'en est pas une, en fait, là. C'est plus une solution, c'est plus un problème camouflé dans une solution. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la logique est bonne d'une certaine façon. Là, tu sais, que si mon chum ou ma blonde fait plus de tâches, moi, ça va me libérer du temps. On s'entend que c'est logique. Mais est-ce que... Comment on y arrive? C'est ça, exactement. Ça, c'est ça. On a pu voir avec les différents entretiens qu'il y a plusieurs possibilités de solutions pour arriver à ce qu'il y ait une meilleure répartition des charges de travail. Puis là, il faudrait qu'on démarre un nouveau cycle pour aborder ce problème-là, tu sais. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. Dans le prochain épisode, on boucle la boucle, on dévoile les résultats de notre recherche devant public à Catherine. Puis on en a profité aussi pour récolter des idées d'action que Catherine et vous aussi pourrez poser pour combattre le problème du manque de temps de qualité. Merci d'être venu nous voir pendant vos vacances. En fait, je suis en burn-out en ce moment. Et Catherine nous parle de l'action qu'elle a posée pour donner plus de temps de qualité à quelqu'un que vous connaissez. En fait, le découragement que tu portes, Maryse, puis que je porte aussi, mais toi aussi, tu l'as formulé à un certain point, là, il vient du fait qu'on sent une petite
crotte de nez, là, mais Une petite crotte de nez dans le nez du capitalisme. c'est ça, oui. Oui, allons chatouiller les poils. Oui, pour, c'est ça. provoquer le grand Les- éternuement. Oh, wow! Ça, faut garder ça. On se retrouve bientôt. Et c'est